c'est l'aboutissement d'une aventure hors norme. 3 ans de tour du monde à la voile sur un bateau minuscule, une coque de noix comme... Il est parti en solitaire sans communication avec la Terre. Son nom, Baluchon. J'ai rien à prouver à qui que ce soit, j'ai pas de message à faire passer, je me fais plaisir. Captain, on se barre. J'ai pas de moyen de savoir ce qui se passe, ni la météo, ni quoi que ce soit, donc je suis seul au monde quand je suis en mer. Il y a de l'adrénaline dans l'aventure, il y a un petit peu de risque, il y a un petit peu d'inconnu et ça permet d'appréhender la vie d'une manière différente. Quand je suis vraiment dans le dur, on me dit oui, qu'est-ce que je fous là, mais d'un autre côté, il n'y a pas d'autre solution que de continuer. Il n'y a qu'une seule personne sur qui on peut compter, c'est sur soi-même. Il est évident que je ne serai pas le même bonhomme quand je serai rentré que quand je suis parti. Je m'appelle Yann Quesnay, j'ai 52 ans, j'habite Saint-Brieuc. J'ai un vieux rêve depuis toujours de faire le tour du monde avec un bateau. Et donc c'est un bateau que j'ai construit moi-même de 4 mètres de long, que j'ai construit pour 4 000 € et avec 400 heures de travail. Donc je suis parti un beau jour de l'été 2019 pour faire le tour du monde. Donc j'ai presque pas de matériel à bord, j'ai aucun moyen de communication avec la Terre, j'ai juste une balise de détresse et un smartphone pour me donner ma position en mer. Et je vis une aventure en totale liberté et j'ai l'impression de rêver tellement c'est chouette. J'ai toujours eu cette idée dans la tête de faire le tour du monde avec mon bateau d'une façon la plus pure possible, si c'est possible sans moteur, vraiment à l'ancienne. La notion de performance et de compétition mais complètement étrangère. Enfin, c'était fait pour moi ce genre de choses, de partir sur l'eau comme ça, poussé par le vent, sans entrave. C'était vraiment un truc, je pense que j'étais fait pour ça. Après, je me suis rendu compte que plus le bateau était petit, plus l'aventure était grande. Et j'ai trouvé que c'était plus ça qui me convenait des tout petits bateaux. Les grands bateaux, c'est pour les grandes personnes. Moi, je ne me considère pas comme une grande personne. Donc un petit bateau, ça faisait plus jouet et plus aventure. Et j'étais trop contente sur mon petit bateau. Alors j'ai 3 positions pour naviguer. Alors debout comme ça. Alors la deuxième position que j'ai, c'est en navigation. Je m'assois sur mon petit coussin qui est aussi mon sac à vêtements. Et puis je m'accroche parce que ça secoue aussi beaucoup. Et donc là, je suis peinard et je peux rêvasser, je peux bouquiner, je peux faire plein de trucs. Là, c'est vraiment très sympa. C'est en 2014 où j'ai imaginé le bateau qui précédait Baluchon, qui s'appelle le Scroll, qui était un bateau dans lequel j'avais eu beaucoup d'espoir. Le monde entier me tendait les bras et j'étais assez euphorique. Il s'entraîne pour la traversée du Pacifique. Et le passage du Cap Horn aussi. Le détroit de Lemaire. Il lâche rien, le garçon. Donc j'ai longé le nord de la Bretagne et j'ai attaqué le golfe de Gascogne. J'ai eu un petit moment d'euphorie, je me suis dit je suis quand même un super bon navigateur et mon bateau c'est le meilleur bateau du monde. C'est ce qu'il ne faut jamais se dire finalement parce que la nuit même je me suis fait renverser, je suis resté coincé à l'intérieur du bateau, enfin, ça a été une nuit assez mouvementée. Et j'ai déclenché ma balise de détresse, et un cargo qui passait par là m'a récupéré in extremis. Il y avait des projecteurs braqués sur moi, enfin ça faisait un film d'apocalypse. Une grosse vague l'a monté presque au niveau du bastingage et j'ai réussi à sauter, à attraper le bateau et le scroll a redescendu plusieurs mètres plus bas et je me suis retrouvé comme ça, coincé
en l'air, là c'était c'était impressionnant, hein, c'était vraiment, je suis passé à 2 doigts de plus jamais refaire de bateau. Tout de suite, je suis reparti. J'ai pas eu un moment de doute ou de peur ou de dire que c'est pas pour moi. J'étais motivé à fond pour faire un deuxième bateau. Dès que j'ai pu, j'ai acheté un lot de contreplaqué et puis un peu de résine pour commencer les travaux. Mais ça a mis un peu plus de temps que prévu. J'avais dit que ça allait me mettre 1 an ou 2, et finalement j'ai mis presque 3 ans et demi, presque 4 ans pour remettre le bateau à l'eau. J'ai mis mon bateau derrière ma voiture et je l'ai emmené à Lisbonne, qui était à la latitude à peu près à laquelle j'avais perdu le scroll auparavant. Au départ de Lisbonne, évidemment, je disais à personne trop que j'allais faire un tour du monde. Enfin, il y avait quelques personnes à qui je m'étais confié auparavant, mais qui pensaient que le projet était complètement démentiel. Enfin, c'était pas possible. Donc, devant ça, il faut mieux rien dire et puis y aller tranquillement. Et puis mon bateau n'était pas homologué pour partir en haute mer, donc j'avais plusieurs difficultés. Donc il fallait que je joue la carte de la discrétion, et donc arrivé à Lisbonne, j'ai mis à l'eau, et le soir même, je suis parti dans la nuit, sans demander mon reste à personne, sans dire à qui que ce soit où j'allais, et mon objectif était d'aller jusqu'aux îles Canaries pour tester le bateau. Et alors il marchait super bien, c'était même le meilleur bateau du monde. Enfin, je trouvais que c'était le meilleur bateau du monde. C'est un test positif car tout est prêt pour la Transat. Avec plaisir. Voilà, à plus. On essaye de pas trop être enthousiaste, de se dire ça va. Peut-être qu'il faut être concentré jusqu'au bout, mais il y a quand même un sentiment de liberté, quoi. Quand le bateau marche bien, je dis c'est mon bateau, c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est le petit. J'ai attendu 5 mois pour traverser l'Atlantique, pour avoir la bonne saison. La bonne saison, c'est la fin de la saison cyclonique dans les Caraïbes. Et donc un petit matin, je suis parti comme ça, direction les Caraïbes. Donc à 3000 milles, c'est un petit peu comme au haut du plongeoir, quoi. On se jette dans le vide. À un moment, je me suis retrouvé, j'avais un mal de crâne, j'étais pas bien du tout, c'était pas le mal de mer, c'est que il y avait tellement de mauvais temps que j'étais enfermé dans le bateau et j'avais pas assez d'air pour respirer, donc j'étais en train de m'intoxiquer avec mon propre gaz carbonique. Donc c'était un peu con de finir l'aventure comme ça, asphyxié dans son bateau. Il y avait tellement de mauvais temps que j'avais des vagues qui rentraient en permanence dans le bateau, enfin c'était assez folklore, assez humide. Mon matelas était trempé et puis la toile était très abrasive, donc le bateau bougeait tellement que je me faisais passer la peau au papier de verre. Enfin, c'était vraiment c'était l'aventure. Là, il n'y avait pas de confort du tout. Mais bon, au bout de 30 jours, avec une moyenne tout à fait satisfaisante de presque 100 000 par jour, même plus de 100 000 par jour,
Donc pour un bateau de 4 mètres, c'est pas mal. J'ai réussi à traverser l'Atlantique, je suis arrivé un mois plus tard à la Guadeloupe. Je suis rentré dans une baie, dans un lagon à Saint-François, sans moteur et tout, en pleine nuit. Moi, les gens ont découvert que j'avais traversé l'Atlantique, donc ça a provoqué un peu de curiosité. Et donc là, je me suis aperçu que ça créait un petit peu d'engouement et les gens venaient à moi spontanément. Alors je ne suis pas quelqu'un de très communicatif, ça m'a au début assez surpris. Et puis finalement, ça me permettait de faire des connaissances, des amitiés. Ça commençait en Guadeloupe, là, ce genre de choses, quoi. Jusqu'à présent, j'avais jamais été aussi loin avec mon bateau, quoi. J'avais franchi une étape, quoi. Et puis il y a des risques de mauvais temps au large de la Colombie, donc j'étais un petit peu inquiet. J'avais quitté ma zone de confort, si on peut dire. La direction Panama, c'était la première fois que je touchais vraiment le continent américain, quoi. Quand je suis arrivé, ça me paraissait sublime. Par contre, je suis rentré dans la capitainerie, les tarifs complètement exorbitants. Je dis, je peux pas rester ici, si je reste un mois là, j'ai plus d'argent pour continuer le voyage. Donc, un petit bateau pour un Américain, c'est un bateau de 10 mètres, et donc les tarifs commencent à 10 mètres. Donc, traverser le canal comme les autres bateaux, c'était un peu compliqué parce qu'il faut obligatoirement 4 personnes à bord pour aider, pour passer les cordages sur les écluses. Il faut un pilote et moi. Donc ça fait 6 personnes à bord d'un petit bateau comme le mien, c'est mission impossible. Il faut avoir un moteur aussi pour passer dans le canal qui va à plus de 5 nœuds. Il faut au moins 2000 $ pour passer le canal. Alors j'avais rien de tout ça. Donc j'ai trouvé un Lascar qui avait un pick-up et une remorque et on a mis le bateau avec un Fenwick sur la remorque et on a traversé comme ça le Panama par la route. J'avais pas bien négocié l'endroit où je voulais être mis, ils m'ont mis à la dernière écluse et c'est encore sous l'autorité du canal. Hop, ils m'ont mis le bateau vite fait et puis il m'a dit maintenant démerde-toi et donc je me suis démerdé. Avec ma godille, j'ai continué à franchir, il y a encore 3000 dans le canal avec ma godille, avec des remorqueurs, des paquebots géants qui passent dans tous les sens, c'est vraiment, c'était assez anachronique hein, comme truc. Et évidemment, au bout d'un certain temps, la police du canal qui est venue pleine balle vers moi, m'ont remorqué, enfin ils m'ont arraisonné, ils ont attaché le bateau à leur vedette, ils m'ont remorqué directement à l'endroit où j'avais été mis à l'eau, donc j'étais presque arrivé au Pacifique, mais alors il y a un gars qui est venu et on va inspecter l'intérieur de votre bateau, comme si mon bateau, ça ressemble à un bateau de trafiquant d'armes ou de drogue. Alors que si tu es trafiquant de drogue, t'as pas un bateau comme ça. Pas... Donc la nuit est tombée, j'ai remis mon mât et je suis parti comme ça sans avoir fait les dernières provisions pour traverser tout le Pacifique comme ça, sans clairance, sans rien du tout. Donc ça a été, je suis parti en mode pirate si on veut. On a mis exactement 44 jours pour venir jusqu'ici de Panama, les 4000 milles. Alors les îles Marquises, ça fait rêver. Hein, enfin moi j'en ai rêvé des centaines de fois des îles Marquises et quand ça apparaît pour de vrai, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Allez, coucou les amis. Alors je sais pas si on voit derrière moi là, c'est l'île d'Ivaoa, aux îles Marquises. Ça fait rêver, hein. Ça sent bon l'aventure, hein, les îles Marquises. Ça m'arrive très souvent, c'est tellement fort que je ne sais pas si je suis en train de rêver ou si c'est la réalité. Donc c'est un sentiment très agréable de voir ça et les îles qui arrivent comme ça, qui sortent de l'eau, c'est majestueux. Ça a l'impression quand même, ça donne la banane mais c'est incroyable, quoi.
Donc là, je suis arrivé hier et toute l'île est confinée à cause du virus. Donc j'ai interdiction de descendre à terre pendant au moins 14 jours. Donc ça va être un peu long, mais bon, j'ai des voisins super sympas qui m'emmènent de la bouffe. C'est très sympa. Bon, ça va le faire. Aux îles Marquises, je suis resté plus de 2 mois. J'ai eu un article dans le journal du coin. Donc les gens reconnaissaient facilement mon bateau. Là. Je me rendais compte que mon aventure, qui n'était que pour me faire plaisir, ça créait aussi des plaisirs ou l'intérêt chez les gens. J'étais parti faire une petite balade en ville et je reviens, il y a un petit mot sur mon bateau et alors c'est un joli mot, il dit votre bateau est super, magnifique projet, appelez-moi si vous voulez. C'était Olivier de Kersauzon qui m'avait laissé un petit mot. Alors sur le coup j'étais un petit peu intimidé, je voulais pas trop... Enfin ça m'embêtait de le rappeler quand même, parce que je dis qu'est-ce que je veux raconter à Olivier de Kersauzon, on n'a rien à voir en commun, il a des bateaux immenses, c'est un compétiteur né. Et puis finalement, concours de circonstances, je l'ai rappelé, il m'a invité à dîner, enfin on a passé un moment ensemble à parler bateau. Il était très sympa avec moi, j'étais hyper impressionné. Et puis c'est là qu'il a fait une petite chronique sur moi sur une radio nationale en France et c'est là que j'ai eu un petit moment de notoriété aussi où ça continuait à faire connaître mon petit bateau. Et bon, j'étais un peu gêné mais j'étais assez fier en même temps, c'était assez étrange comme sentiment. Visiter des îles, c'est très sympa, mais mon but c'était de partir comme ça autour du monde. Donc bon, j'ai largué les amarres et donc je suis parti pour 30 jours de mer pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Pendant ce trajet, il y a eu beaucoup de grains, j'ai presque pas vu le soleil pendant toute la traversée, il y avait des grains affreux où il pleuvait pendant des jours et des jours, des orages, du vent très fort à plus de 50 nœuds, enfin, c'était vraiment pas ce qu'on attend d'une navigation dans les alizés, quoi. Alors quand il y a des gros coups de vent ou des vents très forts, c'est de partir en fuite plein vent arrière avec juste un tout petit bout de carré de toile et le bateau déboule à toute vitesse, monte sur les vagues et descend comme des montagnes russes, quoi. Donc une vague arrive et on se fait balayer, tout ce qui n'est pas parfaitement amarré valdingue de partout. Je cherche pas le confort mais là ça commence à être vraiment très inconfortable. Un bobsleigh qui descend une piste noire de ski pendant 4000 km et ça ne s'arrête pas une seule seconde. Alors pour manger, pour dormir, ça prend un temps fou. Rien que d'ouvrir une boîte de sardines sans mettre de l'huile partout, c'est assez compliqué. On ne peut rien faire chauffer, donc il faut rester allongé, calé dans la bannette le plus possible. Je suis tellement heureux en mer que la nourriture c'est complètement accessoire, c'est vraiment pas du tout un truc qui m'intéresse. Je me suis lancé dans le Pacifique avec juste le minimum. Une boîte de sardines et nouilles chinoises, c'est ma base de nourriture. Alors, quand je suis vraiment dans le dur, je me dis oui, qu'est-ce que je fous là? Mais d'un côté, il n'y a pas d'autre solution que de continuer. Je peux pas me dire bon, j'arrête, je peux pas m'arrêter. Je peux pas revenir en arrière parce que c'est les vents portants qui me poussent. Donc, je dis maintenant t'as pas le choix, il faut aller jusqu'au bout. C'est ça. Et c'est assez paradoxal parce qu'une fois qu'on est arrivé, on dit oh putain, j'ai réussi à tenir. Donc ça crée quand même une certaine satisfaction.
Vu le contexte du virus, il ne faut surtout pas aller s'amuser à aller mouiller ou sans autorisation. Donc il fallait arriver à Nouméa, dans une zone spécifique pour les mouillages, et puis expliquer son cas, tenter d'expliquer son cas au MRCC, enfin les autorités qui gèrent les entrées des navires, quoi. Ils étaient au courant de mon arrivée quand même, parce qu'ils avaient entendu parler, ou par la presse, ils disaient « Ah ben Baluchon, on vous connaît ». Donc il y avait déjà un contact qui était plus positif que ce que je m'étais attendu. Une fois en Nouvelle-Calédonie, il y avait deux solutions, ou d'attendre que l'Australie ouvre, ou de continuer le voyage et puis de remettre une prochaine fois, un prochain tour du monde, le projet d'Australie, quoi. Donc c'est là que m'est venue petit à petit l'idée de relier directement l'île de la Nouvelle-Calédonie à l'île de la Réunion. Et ça fait 7000 milles, quoi. Donc au début j'ai dû trouver ça complètement dingue, je me suis dit non, c'est quand même pas réalisable. Puis après, petit à petit, l'idée dit bon, c'est peut-être possible. Et puis finalement après je me suis dit bon, c'est faisable. J'ai une batterie qui a claqué et l'autre est vraiment pas en forme. Donc c'est un peu le bazar, surtout pour mon autopilote qui peut pas, qui faut un peu de jus quand même. Donc j'ai bricolé un petit truc. J'ai bricolé un régulateur d'allure. Alors il a l'air assez bizarre comme ça, mais ça marche super bien. Alors ça c'est une planche de contreplaqué que j'avais, ça c'est un bâton de marche qui me servait pour des randonnées à terre. Ça c'est une bobine pour enrouler le fil de pêche. Ça c'est un manchon que j'ai fabriqué pour raccorder mes deux manchons, et ça c'est le bas de ma gaffe que j'ai été obligé de sacrifier un petit peu. Et ça c'est une pince qui sert normalement à la GoPro, mais qui sert maintenant à un autre usage. Et voilà, et ma gaffe qui sert maintenant de rallonge de barre. Et tu crois si tu veux, mais ça marche super bien. J'avais 55-60 jours d'autonomie pour partir pour 80 jours de mer. La folie jaune, une petite équation assez plus compliquée que ce que j'avais eu à faire jusqu'à présent, quoi. Donc là j'ai mis le maximum d'eau que je pouvais, le maximum de boîtes de conserve, et puis je me suis dit c'est l'aventure, on y va. Donc il manquait un petit peu, donc je me dis il va bien pleuvoir. Et puis j'avais réussi à acheter un dessalinisateur manuel qui permet de fabriquer de l'eau douce avec de l'eau de mer. Mais c'est un appareil qui demande tellement d'énergie qu'on transpire 2 litres pour avoir 1 litre d'eau, donc faut l'utiliser qu'en dernier recours. J'adore rêvasser, moi je passe mon temps à penser à plein de trucs ou à penser à rien, mon esprit s'évade. Et puis aussi j'ai une liseuse avec plein de bouquins, je lis beaucoup, ça me donne des idées, donc après je dessine des petits trucs, des petits crowbars, des petits carnets, où j'imagine des trucs, où j'écoute de la musique, je me mets à chanter, j'ai vraiment je fais que des choses qui rigolotent et qui me plaisent, quoi. Et c'est ça qui fait que le temps passe, finalement, il n'y a pas un moment où je m'ennuie. C'est le détecteur AIS. C'est un appareil qui détecte les cargos et qui prévient, qui sonne, en général juste quand on vient de s'endormir. C'est la règle. Mais dès qu'il y a un problème sur le bateau, on le sent tout de suite. Dès que ou le vent forcit ou faiblit, ou on n'est plus dans la bonne direction, on le sent tout de suite. Donc en général, toutes les 2 ou 3 heures, je suis réveillé, quoi, donc, pour régler le bateau. Donc c'est assez fascinant d'ailleurs le corps humain, parce que si j'ai rien à faire, si j'ai juste une toute petite chose à faire, je me lève, je fais la petite chose instinctivement, ou réduire la toile, ou choquer l'écoute, je me rendors immédiatement.
Et par contre, alors j'ai un œil qui est fermé, c'est assez étonnant, je n'ouvre qu'un œil, donc je dois avoir la moitié du cerveau qui se réveille et je me rendors automatiquement. Par contre, si j'ai un autre truc à faire, s'il y a un autre bateau dans le coin ou il y a un truc un peu plus complexe, là je suis obligé de me réveiller entièrement et là ça me prend un peu plus de temps pour m'endormir. Le rapport au temps, il est complètement différent une fois qu'on a largué les amarres. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus depuis combien de temps on est parti, enfin surtout sur les grandes traversées, le temps n'a plus du tout la même notion du temps qu'à terre. Donc les jours se succèdent les uns aux autres, on est dans son petit univers et le temps s'est arrêté. On ne sait même plus s'il y a de la vie à terre, ce qui se passe pendant ce temps-là ailleurs. On n'a plus cette notion-là. C'est vraiment très agréable, une sensation très agréable. On est trop bien en mer, quoi. Pas trop envie d'arrêter, quoi. Donc arrivé à la Réunion, il y avait des gens qui attendaient, qui m'attendaient comme si c'était le Vendée Globe, quoi. C'est la première fois que ça m'est arrivé qu'il y avait des gens qui étaient là pour m'accueillir, quoi. Donc, mon aventure, maintenant, je commence à comprendre que ça intéresse un peu les gens. Mais ça me surprend quand même à chaque fois. Les gens sont déplacés, ils ont quand même d'autres choses à faire que d'aller voir un petit bateau minuscule comme ça qui arrive au port. Ça doit être un rêve assez commun et donc bon, ça me faisait plaisir de voir que les gens, ça leur faisait plaisir. Donc voilà, c'était très 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 sympa, quoi. Allez Yann, n'empêche t'as des bras, hein. Ah bah ouais. Purée. Bah c'est bon, t'es prêt pour Venise. T'es prêt pour Venise. J'essaye quand même de garder la tête froide, de ne pas me dire, comme mon précédent épisode sur mon bateau qui a coulé, jusqu'ici ça va, il faut quand même rester vigilant, il faut quand même faut être prudent, il ne faut pas se dire c'est le meilleur bateau du monde, il y a quand même des difficultés qui sont encore, c'est pas gagné, donc il faut rester concentré. Alors le plan c'est de rallier l'Afrique du Sud déjà, entre 15 et 20 jours de mer, mais avec un risque de mauvais temps puisqu'on descend en latitude, donc je vais sortir du système des alizés. Il y a des effets de courant assez importants sur le courant des aiguilles, enfin techniquement la navigation n'est pas si simple que ça. Donc, je m'attends à ce que ça soit un peu dur. Voilà la barre intérieure. Avec la gaffe. Bon, 36 heures de pétole pour l'instant. Avec une houle pas possible qui vient de je sais pas d'où. Donc voilà. Au bar à la main. À l'ancienne. Je vais pas mourir. La première fois que ça m'arrive depuis le tour du monde, de barrer. Mais là, bébé là, on peut pas. Alors le principe d'un bateau comme Baluchon, c'est de faire un effet bouchon sur les vagues, c'est-à-dire qu'il est très léger et quand il y a beaucoup de mer, il flotte comme une noix de coco ou un bouchon en pleine mer. Il ne peut pas vraiment couler, il ne peut rien arriver vraiment de grave, mais par contre c'est extrêmement inconfortable. Et surtout il est très lesté, j'ai mis beaucoup de lest dans la quille et donc ce qui induit un mouvement perpétuel, c'est un culbuto permanent, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de rouler d'un bord à l'autre. Et donc ça, faut être un peu habitué. Mais jamais à l'avant ni à l'arrière, je me balade pas sur le pont. Vu comment le bateau bouge, je peux accéder au mât, je peux tout faire de l'intérieur du bateau pratiquement. Il faut se tenir tout le temps, sinon on se tape un peu partout. Et c'est là, au bout d'un certain nombre de jours, j'ai des bleus partout autour du bassin. Ça permet de voir le nombre de jours que tu es passé en mer avec le nombre de petits bleus. Presque 10 jours que je suis parti de la Réunion. Et on a fait à peine 500 km, 50 000 par jour en moyenne. Sans pas de repos. Bon allez, ciao les gars.
Arrivé à Richards Bay, gros courant, le courant du Mozambique qui descend à 4 nœuds vers le sud, vers l'Antarctique, et plus de vent juste avant de rentrer, donc je voyais la côte défiler et j'ai cru que j'allais louper le port. Et j'ai trouvé un petit bateau de pêche qui m'a pas remorqué, mais qui a appelé un copain à lui et je me suis fait remorquer pour le dernier mille. Donc c'était la première fois que ça m'est arrivé, j'étais un peu frustré quand même. Voilà, en Calminé, en face du port de Richards Bay, il y a une petite vedette là qui m'a proposé la remorque et c'était pas de refus. J'étais en pétole depuis 2 jours et j'ai pas dormi. Depuis 2 jours, il y a eu manque de vent, ça tournait dans tous les sens. Et là, je finis au moteur les 4 derniers milles. Ouais. Avec ça, pour le maîtriser, je peux dire que Dolbit, c'est pas dans ses fonctions. Ah, le bateau bouge. Oui, yes, yes. Yes, 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 yes. Wonderful. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'avais en tête de traverser l'Afrique du Sud par la voie terrestre pour visiter le pays par l'intérieur. Je trouvais que c'est assez sympa avec un bateau de poche, de profiter d'avoir un bateau très léger qui peut se transporter très facilement par la terre. Yes. Attention, attention, t'as la... C'est pas mal. Discutant autour de moi, j'ai trouvé un gars qui m'a proposé gentiment de me transporter Baluchon. C'est des sensations très étonnantes de voir Baluchon sur une voiture, surtout que depuis 2 ans, j'avais pas les habitudes, les vitesses terrestres, j'avais oublié. Donc tous les camions qui déboîtent à toute vitesse, ça me faisait des coups de stress un peu. Parce que 80 km/h ou même 100 km/h en Baluchon, je n'avais pas connu ça, donc ça me créait un petit peu de tension, on va dire. Donc j'avais chargé le bateau pour 2 mois de mer, et puis bon, on verra où on s'arrête. J'ai essayé de remonter comme je pouvais, d'avoir des escales un petit peu. Je ne m'étais pas vraiment précisé d'itinéraire. L'Atlantique, c'est la maison pratiquement, donc il y a encore beaucoup de milles à parcourir, mais on se retrouve dans un océan qu'on connaît. La fin du voyage s'approche. Là, on le sent qu'il y a quelque chose qu'on s'approche de la fin. Quand on arrive à Sainte-Hélène par la mer, c'est vraiment saisissant d'austérité. Quand Napoléon a dû débarquer, ça a dû lui faire un drôle d'effet, parce que vraiment, c'est pas joli vue de la mer. Mais une fois à terre, c'est vraiment charmant. Les gens sont accueillants, on se retrouve hors du temps. Il y a des cabines téléphoniques dans les rues, il n'y a presque pas d'internet donc on est hors du temps, on est vraiment déconnecté. Comme ça me dérangeait un petit peu de rentrer trop tôt et il me restait un petit peu d'argent, j'ai dit tiens, je tenterais bien le Brésil, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Et donc je me suis lancé vers le Brésil et en disant que si c'était fermé, je continuerais, je trouverais bien une autre escale par la suite. Bon, adieu Sainte-Hélène. Je vous présente Rebecca à côté de moi, qui est là, qui m'accompagne depuis une journée, enfin qui vient, qui fait ses petites affaires, et puis moi je fais les miennes aussi. Donc on forme un petit couple
très sympa. Après, ça durera ce que ça durera, hein, vous savez, l'histoire d'amour. C'est dans toutes ces traversées, on pense que l'océan est vide, mais c'est rempli d'habitants. Et j'ai croisé des centaines de groupes de dauphins qui venaient jouer dans l'étrave de baluchons, des baleines, des requins, plein d'oiseaux. Enfin, moi j'ai un problème avec les oiseaux. Dès que je sors ma tête, il y a un oiseau qui vient se poser dessus. Je communique assez bien avec les oiseaux, donc c'est des bons moments, des bonnes rencontres aussi, des oiseaux de mer qui viennent sur mon pont et qui on sympathise un petit peu entre frères du large. Le Brésil est à 1800 milles de l'île de Sainte-Hélène et ça m'a pris une vingtaine de jours avec de l'alizé, donc un vent toujours parfait, et un vrai régal. Là, je suis pas très content. Je vous dis de nettoyer, mais elle fait pas ce qu'on lui dit. Elle a ses petites libertés. Après 23 jours de mer, j'arrive très facilement à la ville de Recife au Brésil. Je me suis aperçu qu'elle était ouverte, j'ai pu rentrer. Il y a même un breton d'ici, de Pleumeur-Baudou, juste à côté, qui est sorti exprès avec son Zodiac pour m'accueillir. C'était très sympa. Baluchon faisait encore son intéressant. Enfin, tout le monde venait voir qui c'était à bord de ce bateau étrange. Le Brésil, pour un type austère du Nord comme moi, ça faisait un peu le foot, le carnaval, la fiesta, les plumes dans le derrière. Enfin, ça ne me correspondait pas vraiment, quoi. Mais les gens ont été super accueillants et ça s'est vraiment très très bien passé. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir au Brésil. C'est là que j'ai décidé qu'il sera peut-être temps de rentrer à la maison. Et donc là, du Brésil, j'ai décidé de rejoindre les Açores. Même certains jours, je reculais par rapport à l'objectif. Donc c'est là qu'il faut se ressaisir et un petit peu se mettre le moral en mode navigateur à la dérive, qui arrivera bien un jour quelque part, mais on ne sait pas quand. Le vent n'était vraiment pas, les conditions n'étaient vraiment pas top une fois les alizés passés. Quand on a prévu 45 jours de nourriture et d'eau et qu'on en met 63, il y a un moment il faut se rationner, quoi. Donc, on sort toute la nourriture qu'on a de ces bidons et on estime le temps qui reste. On dit, bon, maintenant peut-être ça va être 55 jours. Donc il me reste 10 paquets de nouilles chinoises, 10 boîtes de thon. Donc, c'est bon, alors je fais un paquet par jour. Et puis au bout d'un certain temps, on réévalue la distance parce que ça ne va pas le faire. Donc il ne reste plus que 7 paquets pour 15 jours qui restent. Donc on fait un demi-paquet par jour et voilà. Il y avait toute une zone au niveau de l'équateur qui était recouverte de champs d'algues et de sargasses. Donc le bateau, quand il n'y a pas beaucoup de vent, se retrouve scotché dans toutes ces algues. Et ça va la vie de marin aussi. J'ai bien mis 7 jours pour passer le poteau noir. Donc avec des grains très violents, dont une trombe où j'ai senti que le bateau allait complètement exploser, tellement c'était fort. Donc j'ai jamais eu de grains aussi violents que ça. Donc ça devait être une tornade ou une trombe, donc un phénomène très local et très violent. Et à un moment, je me suis dit, ça y est, le bateau va exploser, où je vais m'envoler, il y a un truc qui va se passer. Et hop, ça s'est arrêté d'un coup. L'arrivée aux Açores, on sent le retour, quoi. Le ciel on entend les mouettes, il y a un petit peu de crachin, on dit que c'est la Bretagne, un petit peu plus chaud. On sent le retour prochain en France, quoi. Voilà, c'est la fin du voyage. Donc c'est la dernière petite étape de 1200 milles jusqu'à Brest.
Mais après, c'est l'arrivée sur les côtes bretonnes où là, on commence à avoir de la navigation qui se densifie. Donc il y a des risques de collision avec les autres bateaux. Ça commence à être de la navigation un peu plus difficile, côte bretonne avec les courants de marée. On monte un cran par rapport au Pacifique. D'habitude, j'allume jamais ma VHF, mais là, j'ai voulu faire le marin sérieux. Et j'ai allumé ma VHF et je me suis fait un petit peu rappeler à l'ordre par les autorités qui gèrent le trafic, comme quoi j'avais pas le droit de naviguer là. Et on me disait, mais faut apprendre à naviguer, mon garçon. Donc j'ai éteint ma VHF et coupé mon AIS et je suis revenu dans l'invisibilité. Et hop, je suis continué comme ça à rentrer dans la Manche sur une zone où j'avais pas le droit. Donc je suis arrivé dans la baie de Saint-Brieuc un jour avant ce qui était prévu. Et donc je voulais rentrer chez moi, dans les écluses, comme d'habitude. Et c'est là qu'on m'a dit non, faut pas que tu rentres aujourd'hui, tu viendras demain. Et donc j'ai été me planquer au port de Saint-Quay-Portrieux, qui est juste un petit peu à côté. Tout se présente super bien pour mon arrivée. En plus un bon vent qui nous pousse à toute vitesse, c'est vraiment un régal pour ce dernier petit tronçon. C'est la fin, quoi. Et ça, j'ai un peu de mal à réaliser que c'est la fin, quoi. En plus, il y a plusieurs bateaux qui sont là à nous accompagner, des potes qui ont fait le déplacement. Je suis content de les revoir, mais il y a un petit pincement au cœur, quand même. Ah bah tu dis, c'est pas le moment de s'échouer là. C'est l'aboutissement d'une aventure hors Son norme. nom, Baluchon. 13h sur France Inter. Cet exploit À bord d'un tout petit voilier construit de ses d'une mains. expédition de 3 ans, Yann Kenney. Ça fait un peu des frissons, quoi. Il faut retenir une petite larme, là, que c'est vraiment... l'émotion est très très forte. Et les gens applaudissaient comme si j'étais un vainqueur de Vendée Globe, quoi, donc. Et quand les portes de l'écluse se referment derrière, ça fait un petit bruit sourd. Je dis, bah ça y est, c'est fini, t'es rentré à la maison et la boucle est bouclée. Mon petit voyage a apporté un peu d'espoir, un peu de rêve aux gens, quoi. Retour à terre, là, pendant l'après-midi, là, ça a été un petit peu la folie, déconnecté de la réalité. Et voilà pour le Baluchon. Bon, on a le droit de boire une volée aussi. Hein. Je pense que ça fait partie de toutes les traditions bretonnes. Au fur et à mesure du voyage, tout le monde venait vers moi et finalement, j'ai rencontré beaucoup de gens en voulant les fuir quelque part. Donc c'est un peu la surprise de ce voyage. C'est un peu prétentieux ce que je vais te dire, mais si peut-être dans 10 ou 15 ans d'ici, quelqu'un vient me voir et me dit « Ouais, j'ai lu votre bouquin, j'ai acheté un bateau, je suis parti faire le tour du monde », et ça me ferait, je pense, très plaisir que quelqu'un me dise un jour une chose comme ça. Saint-Brieuc qui dit mieux. Saint-Brieuc qui dit mieux. Alors la philosophie de ce projet, effectivement, c'est de faire le plus de choses avec le moins de moyens possible. Je pense que c'est ça le message à faire passer. On peut naviguer loin avec très peu de moyens et ça le fait très bien.
J'ai passé toute mon enfance à rêver, et des rêves, j'en ai des centaines de milliers en réserve. Donc ça, c'en était un. C'était un très important. Enfin, dans le catalogue, c'était un petit peu presque en première page. Mais oui, la machine à rêve, elle n'est pas du tout, elle n'est pas vide encore. Il y a encore plein de trucs à réaliser. Par contre, en cas de panne, on fait cap à l'ouest, on va trouver une terre un jour. C'est pas la peine de se paniquer non plus.